Si tous les villages entourant les temples extérieurs étaient ainsi reliés, alors l'ensemble constituait une gigantesque agglomération, une formidable métropole rurale de la taille du Grand Paris d'aujourd'hui, dont le centre était Angkor Thom, la cité impériale. Les premières évaluations font état d'une métropole qui pourrait avoir abrité plus d'1 million d'habitants à une époque où Paris n'en comptait que 300 000. Au sommet de sa puissance, entre le XIe et le XIIIe siècle, Angkor était certainement une des plus grandes agglomérations du monde. La civilisation khmère devait être d'une richesse et d'une puissance insoupçonnées pour avoir donné naissance à une cité d'une telle ampleur. Mais comment une population si nombreuse avait-elle pu vivre et prospérer au cœur de cette jungle inhospitalière? La réponse se trouve dans le talent dont ont fait preuve les Khmers pour maîtriser leur environnement et gérer la plus précieuse de ses richesses. Chaque année, durant 8 mois, le Cambodge connaît une sécheresse qui réduit ses rivières à un filet d'eau boueuse. Puis en quelques mois, la mousson fait gonfler étangs et cours d'eau. C'est pour cette raison qu'Angkor est bâti à proximité du Grand Lac, dont la taille se multiplie par 4 lors de la saison des pluies. Il pouvait ainsi fournir de l'eau toute l'année, ainsi qu'une réserve presque inépuisable de poissons. Une abondance qui semble avoir impressionné Zhu Daguan. De tous les poissons, c'est la carpe noire que l'on trouve en plus grand nombre. Puis viennent la tanche et le congre d'eau douce. Les crevettes de Chanan pèsent jusqu'à 500 grammes chacune. Quant aux crocodiles, ils sont aussi grands que des bateaux. En dehors du poisson, comme partout en Asie, le riz était la base du régime alimentaire. Les rizières ont besoin d'un apport généreux en eau pour donner de bonnes récoltes. Lorsque Jayawarman, le fondateur, arriva à Angkor, des paysans y cultivaient déjà d'anciennes rizières. Mais entre le 9e et le 13e siècle, les rois successifs ordonnèrent le défrichage de milliers d'hectares de forêt pour y planter du riz. Il fallut faire preuve d'un savoir-faire subtil pour irriguer ces nouvelles cultures. Si le système d'irrigation venait à défaillir, la survie même du royaume était menacée. L'entretien permanent de ces canaux était donc vital pour la région d'Angkor. Mais il servait aussi à acheminer chaque jour les tonnes de blocs de pierre nécessaires à la construction des temples. On a retrouvé les carrières des temples au pied du Phnom Kulen, qui est un plateau qui est situé à une 50aine de kilomètres d'Angkor. Il y a un canal qui vient du Phnom Kulen, du pied du Phnom Kulen, et qui se rend sur le Grand Lac. À partir de quoi se faisait la distribution et on pouvait remonter sur Angkor par ce qui est maintenant la rivière de Siem Reap, qui est une rivière largement canalisée et depuis longtemps, et depuis l'époque d'Angkor. Dans un pays d'eau, en fait, comme Angkor, les canaux étaient beaucoup plus utilisés que les routes. Il y a des routes qui sont sur digues à cause de la saison des pluies, mais il y a plein de canaux. On en voit des traces partout. On a retrouvé les traces de plusieurs réseaux de canalisation et de canaux de taille et de débit différents, à la fois à l'intérieur des murailles et dans toute la région. Tous ces systèmes devaient être, à l'époque, raccordés les uns aux autres. Pour Jacques Gaucher, la prospérité d'Angkor est directement liée à la sophistication de ce réseau de canaux. Ces fouilles ont mis au jour 2 immenses réservoirs, mesurant chacun 300 mètres de long pour 20 mètres de large. Entre les deux passait une des artères principales de la ville. Jacques Gaucher voulait comprendre comment la route pouvait rester praticable alors que l'eau devait s'écouler en permanence d'un réservoir à l'autre. Ces sondages firent apparaître une jetée de pierres à l'endroit où la route coupait les réservoirs.
Ils mirent aussi en évidence une légère différence de niveau entre les deux réservoirs. Juste en dessous du niveau de la route, de petites canalisations creusées dans la jetée permettaient à l'eau de s'écouler du réservoir supérieur vers l'autre. Ce système complexe approvisionnait toute la ville royale en eau, permettant aux habitants de boire, de cuisiner, mais aussi de se baigner. Le Cambodge est un pays extrêmement chaud et il est impossible d'y passer une journée sans prendre plusieurs bains. Il n'y a ici aucun établissement spécialisé ou piscine. Cependant, toutes les familles disposent d'une mare ou bien elles en partagent une à plusieurs. Hommes et femmes se baignent nus dans ces mares. La construction de ces systèmes d'irrigation et des grands temples au cœur de la jungle a sans aucun doute nécessité une main-d'œuvre gigantesque. Ces extraordinaires réalisations posent une question aux chercheurs. Comment les rois khmers parvenaient-ils à réunir une telle force de travail ? Ils avaient des procédés qui seraient certainement condamnés aujourd'hui. Ils envoyaient leur armée qui allait radier un peu et ramener des gens, on le sait, dans la montagne, par exemple, dans les montagnes, là où vivent un certain nombre d'ethnies dans le centre Vietnam. Ça a certainement servi de réservoir. Puis là, ils ramenaient les prisonniers de guerre. Ils faisaient des guerres, ils ramenaient les prisonniers également. Ceci pour les travaux manuels. Quand il y avait des questions de faire des sculptures, c'était sûrement des Khmers quand même qui faisaient ça. Et on peut voir que c'était évidemment de très grands artistes. Le peuple khmer a sans doute consenti d'énormes efforts pour la construction de sa capitale, mais sans l'apport du travail des esclaves, rien n'aurait été possible. Dans son journal, Zhu Daguan évoque le sort de ces malheureux. On peut acheter des sauvages venus des collines comme esclaves. Une famille fortunée peut en posséder plus d'une centaine. Les moins riches se contentent d'en avoir entre 10 et 20. Seuls les plus pauvres n'en ont pas. La sévérité des châtiments encourus par tous les sujets d'Angkor avait également impressionné Zhu Daguan. Pour des délits très graves, un fossé est creusé à l'extérieur de la ville. On y jette le criminel, puis on le recouvre de terre et de pierres jusqu'à ce qu'il soit enterré vivant. Pour des crimes de moindre importance, on coupe les pieds ou les mains et parfois le nez. L'économie d'Angkor reposait sur le commerce international. Les Khmers produisaient assez de nourriture pour subvenir aux besoins de leur population et dégageaient même un excédent qu'ils exportaient vers les pays voisins. Ils tissaient des étoffes précieuses, coulaient d'immenses statues de bronze et exportaient de l'ivoire, des plumes de martin-pêcheur, de la cire d'abeille et du bois de santal. L'essentiel de leurs échanges se faisait avec la Chine. Sur les bas-reliefs du Bayonne, on peut voir une jonque de commerce chinoise traverser les eaux du lac Tonlé Sap, juste au sud d'Angkor. Beaucoup d'échanges existaient entre les deux pays. Nous le savons grâce aux fouilles récentes du Palais Royal qui ont mis au jour une quantité impressionnante de céramique chinoise. Zhu Daguan et les membres de sa délégation n'étaient pas les seuls Chinois à Angkor. En fait, des colons chinois étaient déjà installés ici depuis des années. Dès leur arrivée, les Chinois prennent ici une épouse. Ils peuvent ainsi profiter, en plus du reste, du talent commercial des femmes du pays. Au Cambodge, ce sont les femmes qui gèrent le commerce. Les marchands ne vivent pas dans des boutiques, ils étalent ce qu'ils ont à vendre sur des nattes posées au sol. Les femmes disposaient de pouvoir et d'autorité à Angkor. Elles possédaient des terres, s'occupaient du commerce et servaient même de garde du corps au roi. Mais l'intérêt des Chinois pour les femmes cambodgiennes avait aussi d'autres motivations.
Tous ceux à qui j'ai pu parler m'ont dit que les femmes cambodgiennes sont très portées sur le sexe. Un jour ou deux seulement après avoir donné naissance à un enfant, elles sont de nouveau prêtes à avoir des rapports. Et si un mari manque à ses devoirs, c'est un motif valable pour le répudier. Il avait fallu près de 5 siècles pour qu'Angkor devienne la glorieuse capitale de l'Empire Khmer qu'avait découvert Zhou Daguan. À la fin du XIIIe siècle, cette mégapole unique connaissait son apogée. Pourtant, 3 siècles plus tard, elle était déserte et la jungle y reprenait ses droits. Dans l'histoire du monde, on trouve très peu d'exemples de cités totalement abandonnées. Alors pourquoi celle-ci? On en connaît peut-être une des raisons. Durant toute l'histoire d'Angkor, les Khmers ont été en guerre. Les guerres ont été nombreuses. On a cru pendant longtemps, on a écrit en tous les cas, que c'était des guerres avec les voisins les Tiam en particulier, qui occupaient le centre-Vietnam actuel. En réalité, on voit assez rapidement qu'il s'agissait de guerre absolument, de guerre civile, de guerre de Khmer contre les Khmers. Et elles ont été en effet nombreuses parce que très souvent, le pouvoir central, le roi même consacré, était un peu contesté. Et les guerres ont été particulièrement nombreuses, en particulier au moment des interrègnes. Parce que bon, le roi était consacré, mais le suivant ne l'était pas encore. On pouvait encore tout à fait discuter, presque légalement, si j'ose dire. Sur presque tous les murs des temples de la capitale, on trouve des représentations épiques de ces batailles.